Bonjour, bienvenue dans notre émission de l'ASMR, donc sur un thème qui nous est cher, la santé reproductive et l'environnement. Alors moi je suis Nathalie Massin, je suis médecin de la reproduction et je suis responsable du centre d'AMP à l'hôpital intercommunal de Créteil et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui le professeur Annick Delvigne qui nous vient de Belgique et qui est également responsable d'un centre d'AMP qui est gynécologue obstétricien, ainsi que le docteur Nicolas Chevalier qui vient de Montpellier, la clinique Saint-Roch, qui est gynécologue obstétricien et andrologue également, donc il nous fera la partie sur l'homme. Alors on a également avec nous en direct et en visio le docteur Pascal Mirakian de la clinique Natessia à Londres, qui a une grosse expérience sur le sujet de l'environnement. Bonjour Pascal. Bonjour. Et nous avons également Virginie Riot, la présidente de l'association patiente collectif BAMP, qui nous a fait quelques enregistrements, 2 enregistrements pour être avec nous parce qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc le thème abordé, santé et environnement, c'est un thème qui est vraiment d'actualité. On a aujourd'hui des données scientifiques qui sont fiables, qui démontrent l'impact de l'environnement sur la santé en général et en particulier sur la fertilité de la femme, de l'homme, mais également de la santé des enfants à naître et au-delà de la santé des adultes. Et donc ça nous paraissait important dans ces émissions qui sont dédiées pour les médecins généralistes, les sages-femmes, tous les professionnels qui sont autour de la petite enfance mais qui ne sont pas spécifiquement spécialisés en fertilité, qui veulent avoir des informations, et bien qu'on puisse avoir ces échanges. Alors ma première question va au professeur Delvigne. Pourquoi le professionnel de santé est-il en première ligne dans la santé environnementale et en particulier dans tout ce qui touche à la périnatologie ? Bien, le gynécologue et la sage-femme sont vraiment présents à un moment clé, c'est-à-dire en pré- et en périconceptionnel. C'est là qu'ils peuvent avoir une influence très importante pour prévenir l'exposition aux toxiques environnementaux qui auront un effet à la fois sur le développement de l'organogénèse du fœtus, mais également sur l'adulte. Et ça, c'est une notion très importante qui a été mise en évidence par David Barker dans les années 80 lorsqu'il a vu une augmentation des maladies cardiovasculaires pour des adultes dont la vie in utero avait été perturbée par la famine qui avait atteint leur maman. C'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en évidence toute une série d'expériences qui montrent bien l'influence sur la vie adulte de la vie fœtale et est né alors le concept de DOAD qui est l'acronyme anglais pour Origine développementale de la santé et des maladies. Et de plus en plus de preuves se sont accumulées dans ce sens, d'où l'importance de l'intervention en préconceptionnel. Merci Annick. Donc tu as réalisé une enquête auprès de professionnels ? Oui, donc ceux qui sont évidemment les premiers touchés, enfin un des groupes les plus concernés sont certainement les professionnels qui travaillent en AMP. Et donc on a effectué une étude qui consistait à interroger ces professionnels pour connaître leur intérêt et leurs connaissances. Et on s'est rendu compte que moins de 50% d'entre eux parlaient et interrogeaient leurs patients concernant leurs expositions aux toxiques environnementaux, alors que 80% d'entre eux trouvent ça important. Et le gap entre ce qu'ils trouvent important et ce qu'ils font relève du fait qu'ils manquent de formation et qu'ils manquent d'outils d'après cette enquête. Justement, docteur Mirakian, vous avez une expérience depuis plusieurs années dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner de justement cette DOAD, c'est-à-dire l'impact d'un produit environnemental sur la santé des personnes ? Bien sûr, je vais vous rapporter justement l'exemple dramatique du bisphényl. C'est un perturbateur endocrinien notoire qui est le cousin biochimique du bisphénol A et qui a été prescrit entre 1947 et 1977 à plus de 200 000 femmes pour prévenir les fausses couches. Et alors donc, les fœtus mâles exposés dans l'utérus de leur mère ont développé plus de cryptorchidie et d'infertilité. Et les fœtus féminins exposés donc à ce distilbène pendant la vie intra-utérine ont développé des malformations utérines, des cancers du col de l'utérus et bien sûr plus d'infertilité, plus de fausses couches, plus de ménopause précoce. Sans parler du risque de cancer du sein multiplié par 3 après l'âge de 50 ans. Pour les malformations utérines. Donc en fait, avec voilà, comme vous voyez à l'écran ce distilbène,
tout comme le DDT, les PCB, les dioxines, mais aussi le bisphénol A, les phtalates, les parabènes. Ils ont tous en commun des groupements phénols. Et ce sont ces groupements phénols qui font que ces perturbateurs endocriniens interfèrent donc sur le système hormonal, d'où leur nom. Et donc, comme l'a dit le professeur Delvigne, les effets transgénérationnels des perturbateurs endocriniens sont préoccupants. Ils sont définitifs et le plus souvent irréversibles. On a des publications scientifiques qui soulignent l'émergence de nouveaux biomarqueurs de ces expositions à impact épigénétique. Il s'agit des micro-ARN circulants, non codants, dont on parlera certainement de façon plus fréquente à l'avenir. Mais en revanche, ce qu'il faut noter et ce qui intéresse nos patients, c'est les effets d'une exposition polluante qui peut être réversible, tout comme celle de l'arrêt du tabac sur les paramètres spermatiques ou la réduction du taux de fausse couche lorsqu'on arrête le tabac. Donc les perturbateurs endocriniens ont cet effet qui peut être réversible et c'est ce qui va intéresser nos patients et c'est ce qui fait que nous avons ce devoir d'information pour nos patients infertiles. Merci Pascal. Donc du coup, ça fait un super relais pour peut-être voir la première vidéo de Virginie Rio. Alors, bonjour et merci à Nathalie Massin et à la Société de médecine de la reproduction de donner la parole à notre association. Donc pour nous, c'est un sujet très important, la santé reproductive et la santé environnementale. Ça fait d'ailleurs partie de la première partie de notre manifeste qui s'intitule « Prévenir et agir pour réduire l'infertilité ». Donc dans cette première partie, c'est vrai qu'on a plusieurs sujets autour de la protection des personnes contre les risques environnementaux. On a une partie, un espace qui s'appelle information et prévention, et donc on a un slogan, c'est un couple sur 6 concerné, espèce en danger pour l'interrogation. Et l'autre partie qui comporte des propositions, on l'a intitulé dégradation de l'environnement et pollution, avec un petit slogan qui dit toxique en augmentation, fertilité en perdition. Donc c'est des slogans un peu chocs, mais parce que vraiment pour nous, ce sujet de la santé environnementale, de la santé reproductive et du lien entre les deux est très important. Donc au printemps, on a fait un questionnaire auprès de nos adhérents et des gens qui lisent nos réseaux sociaux. Et l'objectif de ce questionnaire était de recueillir un peu le point de vue des hommes et des femmes sur la santé environnementale et avoir un petit peu une évaluation de leurs connaissances, savoir comment est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un impact sur la fertilité, connaître des actions qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour se préserver des perturbateurs endocriniens et pour préserver la fertilité, quels freins ils pouvaient rencontrer dans tout ça. Et puis, on voulait aussi savoir quelle information était reçue dans le cadre des parcours d'AMP. Alors, c'est vrai on a eu 326 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, une majorité écrasante de femmes, parce que c'est l'effet réseaux sociaux, on va dire. Donc, les gens qui ont répondu à ce questionnaire sont dans la tranche d'âge 29-39 ans pour 80% d'entre eux. Et donc, les éléments principaux qui sont ressortis de ce questionnaire, c'est que 92,3% des personnes ayant répondu pensent être exposées quotidiennement aux perturbateurs endocriniens. 77% pensent que la santé environnementale est un sujet très important. Les principales sources d'information des personnes ayant répondu sont les médias et Internet. Et on a constaté un niveau de connaissance générale qui est très bon. Donc les gens ont bien saisi les messages principaux et la relation entre les perturbateurs endocriniens et la fertilité. Il y a des choses qui sont ignorées, comme par exemple la notion d'effet cocktail. Et puis il y a à peu près aussi des gens qui n'ont pas encore fait le lien entre perturbateurs endocriniens et obésité. Globalement aussi, les gens ont envie d'agir, c'est-à-dire que comme ils sont informés, ils ont envie de mettre des choses en place. Mais il y a quand même dans ces personnes-là 26,7% des gens qui ne savent pas quoi faire. Donc là, c'est des gens qui auront besoin d'une aide.
Oui, donc c'est vraiment intéressant de voir que les patients, ils ont vraiment cette envie, en fait, finalement, d'avoir plus d'informations. Déjà, ils sont sensibilisés aux perturbateurs endocriniens, qui est certainement quelque chose d'un petit peu jeune, mais d'un petit peu nouveau, je veux dire. Mais du coup, on s'y perd un peu, perturbateurs endocriniens, toxiques environnementaux. Enfin, tout ça, ça fait effectivement un cocktail, comme vous nous l'avez dit, docteur Mirakian. Du coup, de quoi parle-t-on quand on parle d'environnement, de perturbateurs endocriniens, de toxiques environnementaux et en pratique, comment les professionnels, parce qu'on voit qu'il y a certaines informations que les patients peuvent trouver et on voit très bien malheureusement qu'ils ne les trouvent pas chez leurs professionnels de santé, mais du coup, comment les professionnels de santé peuvent agir et en particulier ceux qui sont autour de la périnatalité? Eh bien, nous devons vraiment faire comprendre à nos patients que ces toxiques environnementaux sont ubiquitaires, que l'exposition elle est rurale, je pense aux pesticides, que l'exposition elle est aussi urbaine, je pense aux dioxines, aux PCB, à la pollution des voitures, mais l'exposition elle est aussi domestique. C'est la pollution de l'air intérieur par les produits d'entretien, les parfums d'ambiance, les insecticides, et entre autres. Mais ce qu'on doit vraiment expliquer aux patients, c'est que ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on s'applique sur la peau au quotidien, ça représente 80% de notre contamination. Et il est important d'avoir conscience aussi que les contenants alimentaires, en particulier les plastiques, peuvent relarguer des phtalates et du bisphénol A dans les boissons et dans les aliments. Alors, vous m'avez aussi posé la question comment évaluer l'exposition des patients à ces polluants. En fait, c'est un vaste problème. Les dosages sanguins, les dosages urinaires, les dosages capillaires présentent l'inconvénient de leur coût, de leur grande variabilité interindividuelle et de n'être le reflet que d'un seul produit chimique à la fois. Alors, un questionnaire pour ces patients distribué dans nos salles d'attente prend tout son sens pour révéler leur comportement au quotidien relatif à l'effet cocktail, à ce fameux effet cocktail des polluants. Ce qui est une réponse possible à la demande d'information par les professionnels de santé exprimée par Madame Rio dans sa vidéo. Alors, le QR code que vous voyez à l'écran, ce QR code donc, renvoie à un questionnaire très pédagogique qui incite à l'éviction des facteurs toxiques de l'environnement domestique. Le questionnaire comprend 41 questions, peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent auront l'occasion de se tester. Et on détermine grâce à ce questionnaire un score d'éviction. Et avec les réponses des patients, on revient sur les points essentiels comme l'exposition au tabac, à l'alcool, aux pesticides des fruits et légumes, aux aliments transformés, aux contenants en plastique, aux produits ménagers, aux insecticides, aux cosmétiques, aux parfums d'ambiance. Bref, nous pouvons alors mieux faire des recommandations. Et alors, donc, on avait fait une enquête menée sur 628 patients, 340 femmes et 248 hommes, ce qui est quand même un record, parce que les hommes se sentent toujours un peu moins concernés que les femmes dans la fertilité. Et nous avons observé qu'un quart de nos patients infertiles étaient fumeurs, 3/4 ne mangeaient pas bio, plus de la moitié consommaient encore des plats industriels tout préparés, utilisaient des contenants en plastique, des cosmétiques sans label bio, et encore 75% d'entre eux ne lavaient pas les vêtements neufs avant de les porter. Donc, moi, je pense qu'effectivement, certaines patientes qui passent par des associations comme BAMP sont mieux informées, mais en tout cas, la majorité des patients a vraiment des progrès à faire. Et suite à ce questionnaire, tous les patients sont très demandeurs de documentation et ils quittent la consultation avec l'idée de réduire leur exposition. C'est vrai que ce petit dinosaure sympathique fait à la fois peur et envie, et donc j'imagine que c'est quelque chose de ludique pour scanner directement et puis avoir accès au questionnaire. Alors, comme Virginie Rio l'a fait remarquer et le docteur Mirakian, finalement, c'est vrai que les hommes, on a du mal un peu à les impliquer, alors qu'ils sont partie prenante pour la moitié dans le projet fertilité. Donc, docteur Chevalier, comment on peut aborder cette question avec les hommes? Est-ce que d'abord l'impact pour eux est aussi important qu'avec les femmes? Qu'est-ce que vous conseillez? Tout à fait, Nathalie. En effet, tous ces toxiques environnementaux et perturbateurs endocriniens auront autant d'effets sur les spermatozoïdes que sur les ovocytes et d'impact sur la fertilité.
puisque, on le sait, les problèmes de fertilité sont autant masculins que féminins. Et donc, chez les hommes, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire tous ces risques au quotidien, que ce soit aussi bien personnel, dans l'alimentation, dans les cosmétiques, les habitudes de vie, quand on va jardiner, utiliser des produits qui peuvent effectivement être toxiques pour la fertilité, mais aussi au travail où on peut être exposé à des toxiques, et l'environnement du quotidien, les zones géographiques où on peut vivre, qui vont avoir ces effets donc, sur les spermatozoïdes, altérer essentiellement la qualité des spermatozoïdes et du coup réduire les chances de grossesse naturelle, augmenter les risques de fausses couches et avoir l'effet également sur le développement du fœtus et de risques de pathologie pour l'enfant dans la petite enfance et dans l'âge adulte. Alors, du coup, la différence qu'il peut y avoir par rapport aux femmes, c'est que l'homme n'est pas avec un stock d'ovocytes, mais va avoir une production qui va se renouveler très très régulièrement, tous les 3 mois, qui fait que du coup, ces effets peuvent être effectivement régressifs et les modifications des habitudes de vie, de l'alimentation, pourront avoir un effet visible très rapidement sur les spermatozoïdes après 3 à 6 mois où on va éviter, faire l'éviction de ces toxiques et perturbateurs endocriniens et permettre du coup d'optimiser cette fertilité masculine. Oui, du coup, en fait, finalement, c'est vrai que c'est souvent les gynécologues qui ont accès aux femmes et moins aux hommes, et en fait, qui doivent donner les conseils pour la maison, quoi, d'une manière générale. L'alimentation, bah, ça touche le couple, les deux ensemble mangent à la maison, enfin, on l'espère, et pareil pour l'environnement, les produits ménagers, etc. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'inclure les hommes quand on n'a pas accès directement, au moins à travers leurs femmes. Mais de plus en plus, ils sont quand même présents et vont de plus en plus être sensibilisés par cette problématique et s'impliquer justement dans ces programmes de changement d'habitude de vie. Oui, et puis il faut insister sur le fait que c'est réversible, en fait, et encore plus chez l'homme que chez la femme. On a vu que, quand même, pour la plupart, ça reste réversible. Bah, je vous propose de regarder la deuxième intervention de Virginie Rio, qui va nous faire le retour, justement, de l'enquête auprès des patients. On a vu l'enquête avec Annick auprès des professionnels. On va voir l'enquête auprès des patientes. Alors, ce que je voulais ajouter sur ce sujet, c'est sur l'aspect information reçue dans les centres d'AMP, ce qui est un peu notre sujet à nous en tant qu'association de patients. Donc, il y a 62,3% des personnes ayant répondu au questionnaire qui ne savent pas si au sein de leur centre d'AMP, il y a une action spécifique perturbateur endocrinien, santé environnementale. Donc ça, c'est pour nous quelque chose qui est à mettre en avant. 38% des personnes qui ont répondu au questionnaire ont modifié leurs habitudes pour essayer de limiter leur exposition. Et il y a 32,5% des personnes qui l'avaient déjà fait avant d'entrer en AMP. C'est vrai que pour nous, en fait, on se dit que les personnes qui ont répondu à notre questionnaire sont dans leur grande majorité des gens qui étaient déjà sensibilisés au sujet. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est comment toucher les gens qui sont plus éloignés de ce sujet-là. Un autre élément qui est ressorti du questionnaire, c'est qu'en fait, les gens qui ont mis en place des changements, des modifications, qui ont essayé de manger autrement, d'utiliser d'autres produits d'hygiène ou tout ça, en fait, n'arrivent pas à avoir un changement ni sur leur protocole d'AMP, ni sur leurs résultats d'AMP, ni sur leur qualité de vie. Et donc ça, on trouve que c'est aussi un point auquel il faut s'attacher et qu'il faudrait essayer de réfléchir. On avait aussi posé une question aux personnes, savoir si on leur proposait un bilan, faire un bilan de leur exposition aux perturbateurs endocriniens avant d'entrer en protocole d'AMP, est-ce qu'elles seraient d'accord ou pas? Et 77,6% des personnes ont dit oui, elles seraient intéressées et elles seraient d'accord pour faire ce bilan. Donc pour nous, en conclusion, il y a vraiment quelque chose, une information qu'il faut construire ou renforcer, ou en tous les cas développer à la fois auprès du grand public et aussi auprès des personnes déjà en parcours d'AMP, déjà dans les problématiques d'infertilité, parce qu'il y a à la fois une demande, un besoin d'aide. Il y a des gens qui ont répondu, qui avaient besoin d'aide pour essayer de mettre en place des changements, et c'est toujours difficile en fait de mettre en place des changements, donc voilà, il y a quelque chose à renforcer de ce côté-là.
Bon, on voit qu'il faut motiver sur le long terme, en fait, les personnes, même en amont certainement du projet de conception. C'est un travail de longue haleine, c'est la santé en général et la santé reproductive. Donc finalement, si on écoute bien ce que nous dit Virginie, les personnes vont trouver les informations finalement dans les médias, etc. et regrettent de ne pas l'avoir plus auprès des professionnels. Donc on a certainement, professeur Delvigne, des moyens en tant que professionnels pour informer nos patients, se former peut-être nous-mêmes aussi. Oui, c'est clair. Donc, ces outils sont existants, mais sont en général mal connus. Et je répète qu'il est très important d'intervenir à l'initiation du projet parental pour avoir une action optimale. On l'a dit sur la fertilité, les fausses couches, la vie in utero, la vie adulte, et pour adopter une attitude adéquate avec l'enfant à venir, parce qu'on connaît les 1000 jours recommandés par l'OMS. Alors pour ce faire, on a plein d'organismes très bien organisés. J'ai vu que la BAM en était un, mais le ministère des Solidarités et de la Santé en France fait pour femmes enceintes, environnement et santé, la CEF, qui est l'association Santé Environnement en France, ont mis sur pied des brochures très utiles qui reprennent les différents domaines qui ont été évoqués, l'air intérieur, l'intérieur de la maison, on commence les cosmétiques, le professionnel, et pour lesquels les professionnels de la santé peuvent avoir recours pour expliquer et pour donner des informations à leurs patientes. Et en effet, je pense qu'il est grand temps que les professionnels soient plus actifs dans cette voie pour aider les patientes qui sont en demande de cette information. Oui, les professionnels peuvent se procurer ces brochures, en fait, les commander, les mettre à disposition dans les salles d'attente. Commencer par les lire aussi, parce qu'on n'a pas été formés, nous. Donc l'information commence également par les professionnels. Oui, et c'est possible. Et c'est possible puisque en France en particulier, certains centres d'intérêt sur la santé environnementale ont créé des diplômes universitaires en santé environnementale et périnatologie, ce qui est particulier parce que santé environnementale, il y en a un peu partout, mais périnatologie, il n'y en a pas partout. Et ça permet d'apporter l'information et l'éducation nécessaires aux professionnels de la santé qui vont pouvoir la relayer. Et vous voyez défiler les différentes unités. Donc l'unité qui a mis sur pied une de ces formations universitaires est l'Université de Marseille, avec le groupe Créé pour couple, reproduction, enfants, environnement et risques, qui organise ce diplôme universitaire, ainsi que les autres centres français, puisqu'il y a 5 centres français qui intègrent la santé environnementale dans leur prise en charge, à Rennes, à Créteil, à Bordeaux et à Paris. Alors, bon, professeur Delvigne, vous vouliez nous faire un petit clin d'œil belge pour les patientes belges francophones qui auront la chance de nous écouter. Il existe en effet aussi en Belgique des gens qui s'occupent de la qualité de vie. C'est l'AVIC qui a édité une brochure centrée sur les perturbateurs endocriniens, telle que beaucoup de brochures existent en France. En Belgique aussi, ça existe visiblement. Merci beaucoup, professeur Delvigne. Alors, docteur Chevalier, du coup, si on veut finir cette petite émission avec des conseils vraiment très pratiques pour les femmes et pour les hommes, qu'est-ce que vous nous diriez en quelques mots ? En fait, ça va être agir sur tous les gestes au quotidien qu'on va répéter. Donc, faire attention, bien sûr, à l'alimentation, à ce qu'on va choisir comme produit, et essayer de favoriser l'alimentation bio si c'est possible, pas trop manger de gros poissons qui risquent effectivement d'être impactants en métaux lourds, pas trop de produits iodés, crustacés, de façon modérée. Tout est bien sûr dans la nuance entre l'excès et bien sûr le fait de faire aussi de façon pas répétée. Des gestes simples comme ne pas réchauffer dans du plastique, de choisir ses cosmétiques, choisir également les produits pour le ménage, le bricolage, le jardinage. Il y a pareil également, comme l'a dit Annick Delvigne, des références avec des labels qui peuvent être également consultés sur Internet, où on peut s'aider pour pouvoir choisir tous ces produits. Également la même chose au niveau professionnel, essayer de s'aider avec les médecins du travail qui sont aussi sensibilisés maintenant sur toute cette problématique de toxiques environnementaux. Tout simplement parce que tous ces gestes répétés vont avoir cet impact et que malheureusement dans la fertilité, ce que nous, après professionnels de la fertilité, pourrons faire, la médecine de la reproduction ne va pas
soigner ces problématiques-là. Oui, on utilise les ovocytes et les spermatozoïdes qu'on nous donne. Exactement. Et c'est vrai que insister sur la pathologie professionnelle, enfin l'exposition professionnelle, c'est important parce que les personnes qui travaillent avec des toxiques environnementaux, ils sont exposés dans leur milieu du travail à ce toxique-là de manière intense. On n'est pas dans juste de temps en temps se prendre un plat tout préparé ou aller manger un fast-food. Là, on est vraiment dans une exposition quotidienne. Tout à fait, et ce sera difficile de changer de travail, mais il y a des possibilités d'adapter des fois des postes de travail. Donc c'est important, je pense, pour nous les professionnels, de pouvoir responsabiliser justement ces couples sur ces attitudes, puisque, comme on l'a dit, ce n'est pas nous qui pourrons tout faire pour les aider, et qu'on veut avant tout qu'ils puissent optimiser leurs chances de grossesse naturelle. Et il nous semble beaucoup plus important également de pouvoir modifier ces habitudes de vie que de nous demander des traitements ou des vitamines pour essayer d'améliorer la qualité si à côté, on continue à s'exposer à tous ces toxiques et perturbateurs. C'est le pansement sur une jambe de bois ou un plâtre, je ne sais pas quelle est l'expression. Est-ce qu'il y a une expression belge, Annick, pour dire ça non, effectivement. Ça ne sert à rien de prendre des vitamines si on n'arrête pas de fumer déjà au départ, par exemple. Donc, il y a vraiment des données aujourd'hui scientifiques pour montrer que cet environnement peut avoir un impact négatif sur la fertilité, comme on l'a dit, le risque de fausse couche, mais également les malformations congénitales et au-delà de ça, la santé de l'enfant et des adultes, parce qu'on voit que ça se répercute de manière transgénérationnelle. Il y a une sensibilisation visiblement de la population qui sait aujourd'hui ce que ça veut dire perturbateur endocrinien, alors que nous-mêmes, il y a une quinzaine d'années, on ne savait pas forcément, même moins, voilà, ce que ça pouvait impliquer. Bref, il y a quand même les moyens aujourd'hui que les professionnels s'informent, informent leurs patients, utilisent des brochures, des supports qui ont été développés par des professionnels et qui en ont l'expérience depuis plusieurs années. Donc il faut vraiment utiliser ces ressources. Donc je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Vous qui nous avez regardés, j'espère que vous avez été contents d'apprendre un petit peu plus sur ce sujet. Si c'est le cas et que cette émission vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne YouTube de l'ASMR, liker, commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous les deux. Merci Pascal. Au revoir. Au revoir.